Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio, encore une fois 30 minutes ensemble pour aborder un petit peu l'actualité du football européen. Alors ce soir, on a bien sûr une actualité super chaude, ce qui s'est passé ce week-end, et puis ce qui va se passer demain et après-demain. Ce soir, on aborde d'abord la défaite historique pour Manchester United, 7-0 à Liverpool. C'était quelque chose qui ne s'était jamais passé. Donc j'allais dire c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Bah oui, forcément, parce que ça ne s'était jamais arrivé. Et pourtant, je crois qu'il y a eu plus de 120 chocs même beaucoup plus d'ailleurs, entre Manchester United et Liverpool. Je confonds avec Roma et Juventus, où il y a eu 124 Roma-Juventus, donc Liverpool-Manchester United, ça doit être vraiment beaucoup plus. Et effectivement, c'était assez choquant. Et puis donc les huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions, qui vont commencer demain et après-demain. Déjà, bonsoir à ceux qui sont dans le chat, ça fait plaisir que vous soyez là, merci beaucoup. Salut Forza Youth, salut Okutunujo. Dur de regarder Rennes-OM et AS Roma Juventus après le chef-d'œuvre de Liverpool. C'est vrai que c'était un match qui était particulièrement spectaculaire, c'est clair. C'était d'ailleurs c'était un petit peu hors du temps, hein. Enfin, on va regarder, on va en parler un petit peu. On va commencer par ce match, bien sûr. Tiens, notre cher ami Crécor Ledroudieu qui est revenu. La dernière fois que United a perdu 7-0, c'était contre Wolverhampton en 1931, un truc comme ça. Je veux bien le croire parce que je pense pas que... Enfin, Manchester et Liverpool sont les deux plus grands clubs d'Angleterre. Ça doit pas leur être arrivé très fréquemment de perdre 7-0. Honnêtement, ni à l'un ni à l'autre, je pense pas. Donc voilà, et c'est le derby d'Angleterre, Liverpool-Manchester, même si c'est très localisé en fait, parce qu'ils sont à 90 km l'un de l'autre, les deux villes, mais c'est quand même le derby d'Angleterre, et c'est la première fois que ça se produit. Alors, c'est vrai que quand on regarde le match, Liverpool a mis tout ce qu'il n'arrive pas à mettre depuis le début de saison, c'est-à-dire de l'agressivité, de la vitesse, des latéraux qui montent et qui sont précis pour une fois. Ils dominaient complètement l'adversaire. Ils arrivaient à réellement, à chaque offensive, et Dieu sait qu'il y en a eu, en fait, à les mettre en situation de déséquilibre. Les latéraux ont réussi à se trouver avec leur grande transversale, comme ils avaient l'habitude de le faire quand Liverpool était au sommet du football européen et du football anglais. Donc oui, effectivement, c'était vraiment un match extraordinaire pour Liverpool. Alors est-ce que c'est un peu... Pour l'instant, j'arrive pas à savoir si c'est le chant du cygne pour Liverpool, c'est-à-dire le dernier gros coup de poing sur la table d'une équipe qui est en fin de règne, ou bien si c'est le premier coup de semonce d'une équipe qui est en train de se réveiller. Le futur nous le dira, on verra bien, mais c'est vrai que c'était surprenant de voir cette équipe... comme on l'avait pas vu depuis le début de saison, en fait, surtout contre une grosse équipe comme ça. Alors juste, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Ce Liverpool United m'a clairement fait penser au 7-2 Brésil-Allemagne, des soirs où toutes les planètes sont alignées. C'est tout à fait ça, et d'ailleurs on va y revenir. Et le deuxième commentaire, donc ça c'était Forza Youth, Crécor Ledroudieu, au final, dans tous ces matchs totalement déséquilibrés, c'est souvent l'adversaire qui s'effondre et qui oublie comment jouer au football. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et puis il y a aussi cette espèce, comme disait Forza Youth, cette espèce de réussite implacable sur le but, par exemple, de Mohamed Salah, celui où il bat le record de buts avec Liverpool. La déviation, enfin rien n'est... Tout arrive dans les pieds de Mohamed Salah. Il y a le défenseur qui essaye de dégager, mais ça tape sa hanche, ça arrive pile poil sur le pied droit de Mohamed Salah. Alors il est gaucher, soit, mais quand même, il sait se débrouiller avec son pied droit. Il y a eu 3 contres favorables pour Liverpool sur cette action-là.
Donc oui, quand effectivement tout s'aligne, bah là, en fait, à chaque offensive dangereuse, il y avait but en fait. C'était incroyable. Donc d'ailleurs, le 7-1 en 2014, c'est un complot. Et sûrement, peut-être. Et 8 tirs cadrés pour Liverpool, j'ai vu, il me semble, et donc 7 buts. Ouais, c'est ça, c'est complètement fou. C'était un match qui était vraiment un petit peu... d'ailleurs, je me souviens un Manchester United, Manchester City. Je sais pas si vous vous souvenez où Wayne Rooney met son retourné acrobatique dans la lucarne, là. Où City commençait à être un petit peu une équipe agressive et Manchester va là-bas pour remettre les pendules à l'heure et je crois que Sir Alex Ferguson dit c'est pas parce que vous avez un voisin qui fait du bruit qu'il faut forcément y porter attention. Donc lui il était sanguinaire quand il faisait des réflexions. C'est vrai que Manchester City comparé à Manchester United, c'est un nain. Donc voilà, donc c'est vrai que il avait raison et ils avaient tout explosé Manchester City et tout réussissait ce jour-là à Manchester United. Mais là hier, c'était complètement dingue. Moi, j'étais sur mon canapé, je regardais le match et j'hallucinais en fait. Je me disais mais attends, c'est pas possible que ça fasse 5, que ça fasse 6. Surtout qu'à la mi-temps, il y a 1-0. C'est surtout ça, et que finalement Manchester United, sur la première période, si on regarde bien, ils sont plus dangereux que Liverpool. Je trouve qu'ils ont des actions qui sont plus franches. À chaque fois, il y a un bras, une jambe, pas un bras, mais aussi de Alisson Becker. Mais des bons arrêts d'Alisson Becker, il a été quand même relativement déterminant. Hein. La frappe d'Anthony, je me souviens, en première mi-temps. Oui, tout à fait. Crécor le Droudieu qui dit à la mi-temps, le match nul aurait été mérité. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que s'il y avait eu un partout, à la mi-temps, personne n'aurait crié au scandale, ça aurait été tout à fait normal. Le truc, en fait, qui se passe, c'est reprise des vestiaires, enfin, retour des vestiaires, pardon, et le but à la 46e minute. Et alors là, tout d'un coup, Manchester United, je pense, était très frustré de ne pas avoir marqué en première mi-temps, sort des vestiaires, prend un but, et là, il rentre dans un vortex, et là, c'est terminé, en fait. Il n'y a plus rien qui... de chaque frappe cadrée et but, en fait. Derrière, on a l'impression qu'il n'était pas là ce soir. Alors, en première mi-temps, si, mais en deuxième mi-temps, on a l'impression qu'il n'y avait pas de goal dans les cages, en fait. Tout rentrait, toute frappe cadrée était rentrée. Même la tête de comment il s'appelle, Darwin Nunez... elle est sur le, je crois que c'est un corner. Ah non, c'est le centre de, c'est un coup franc, pardon. Un coup franc. Elle est moche, mal prise. Enfin bref, il y a rien qui va et pourtant elle termine petit filet opposé. Donc voilà, il la prend de l'arrière, de la tête. Enfin bref, et tout est cadré quoi. Tout est comme ça. Donc c'était un match vraiment hors du temps, mais ça m'a fait plaisir de voir quand même ce match historique. Je pense que Manchester United... Alors, c'est ça que j'attends, je veux voir si ça va couper leur élan qui était vraiment très très bon, hein. Autant en Coupe d'Europe, ils venaient de sortir le Barça, qu'en championnat où ils étaient sur une série de 8 matchs, je pense, 8 victoires, un truc comme ça. Donc il commençait à revenir vraiment très très fort sur le haut du classement, surtout que Manchester City et Arsenal, ces derniers matchs, on va dire ces 5-6 derniers matchs, bah, ils perdaient des points sur la route, Manchester n'en perdait pas, donc il y avait même des gens qui commençaient à s'imaginer que c'était possible d'aller chercher le titre. Bon, ça, moi, j'y croyais pas personnellement, mais en tous les cas, de bien s'accrocher, bien s'arrimer aux deux premiers, ça, je me disais que c'était faisable. En plus, leur futur ex-joueur qui leur plante 2, c'est assez marrant. Ouais, effectivement, c'était cocasse, on va dire, vraiment cocasse. Et donc voilà. Donc ouais, c'était une soirée sans. Ten Hag, la tête de Ten Hag sur le bord du terrain, c'était impressionnant. Sur la fin, il y en a 2-3 qui se sont énervés, enfin pas énorme, mais surtout Luke Shaw qui en avait marre en fait, je pense, de prendre des vagues. Alexander Arnold a été plutôt bon offensivement. Pour une fois, il a été précis depuis. Enfin, quand je dis pour une fois, c'est depuis le début de saison. En revanche, défensivement, bah, il m'a pas impressionné encore. Après, c'est pas sa qualité première,
Mais c'est vrai qu'au moins il a été vraiment décisif offensivement. Alors en vrai, si Salah et Liverpool finissent la saison en folie, il va réfléchir. Ouais, possible, hein, on sait jamais, hein. On verra bien. En tous les cas, voilà, un match de légende, comme la Première Ligue sait nous en offrir. Alors, pas que la Première Ligue, mais c'est vrai que celui-là était particulièrement spectaculaire. Alors, Forza Youth qui nous dit, par contre, sur Twitter, les fans de CR7 se sont régalés en disant que le problème n'était pas forcément de sa faute. Ouais, alors depuis que CR7 est parti, quand même, Manchester United, ça joue quand même nettement mieux que quand il était là. L'ambiance qu'il y a dans le vestiaire aussi, on dirait que c'est quand même beaucoup plus léger. CR7, c'est un peu un caillou dans la chaussure maintenant à son âge. Je dis pas qu'il est complètement cramé, hein, quoi qu'il fait pas des étincelles en Arabie Saoudite, mais le problème en fait, c'est que il arrive pas à mettre son ego de côté et se dire je vais me mettre au service d'un vestiaire, apporter mon expérience, mais ne plus être la star ultime, comme peut-être Ibrahimovic a réussi à le faire avec le Milan. Donc voilà, donc c'est vrai que ouais, avec CR7 ça aurait été 10-0 probablement, parce que s'il avait été sur le terrain, il aurait pas vraiment défendu. Donc ouais, non, franchement CR7 avait une part sur la période famélique de Manchester United et ça a libéré tout le monde. Regardez Marcus Rashford, il renaît depuis que CR7 est parti. Donc voilà. Enfin. En tous les cas, voilà, bah écoutez, j'avais juste envie de revenir là-dessus parce que c'était un moment historique de la Première Ligue, un moment historique du derby d'Angleterre, un moment historique des deux plus grands clubs d'Angleterre. Donc je pense que Manchester va avoir sérieusement à cœur de se rattraper tôt ou tard et de fesser gentiment Liverpool. Je sais pas si ça va arriver, mais probablement qu'ils vont tout faire pour que ça arrive. Donc voilà. Alors, un petit hors-sujet de Forza Youth. Par contre, petit hors-sujet, mais l'adjoint historique de Zidane, David Bettoni, a trouvé un club pour être entraîneur principal au FC Sion en Suisse, où joue Mario Balotelli. Hâte de voir ça. Alors, oui et non, parce que le FC Sion, c'est quand même un espèce de triangle des Bermudes de l'entraîneur, hein. D'ailleurs, fréquemment, c'est carrément le président qui entraîne le club. D'ailleurs, il l'a fait là pendant 3-4 semaines, je crois. Et malheureusement, en plus, c'est vrai qu'il a tendance à recruter des stars enfin, c'est même plus sur le retour, c'est carrément sur la fin. Quelqu'un comme Mario Balotelli, avec la rigueur à laquelle a été habitué David Bettoni au Real, je pense que ça va lui faire bizarre, hein. Honnêtement, je pense pas que ce soit le bon coup pour Bettoni. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il s'est dit, j'ai rien à perdre. Bah en fait, si, parce qu'une réputation d'entraîneur, ça va très très vite dans un sens, ça va très très vite dans l'autre sens. Galsengon, bonsoir, salut, bienvenue. Donc oui. Effectivement, et c'est vrai que tant qu'il y aura Constantin au FC Sion, donc en l'occurrence le président, ça sera compliqué de vraiment faire des grands résultats, même si le FC Sion, si je ne m'abuse, hein, a plutôt de pas mauvais résultats en coupe de Suisse. Donc je crois qu'ils en ont gagné pas mal sous son mandat, on va dire. Donc voilà. Bah voilà, petit hors-sujet, mais c'est bien, voilà, effectivement, c'est sympa de parler de ça, et j'espère pour David Bettoni que ça va bien se passer, parce que en tous les cas, c'était un très bon adjoint de Zidane, hein, on peut pas dire le contraire, donc peut-être qu'en entraîneur numéro 1, c'est son premier pas, et voilà, ça va peut-être donner une idée s'il fait des bonnes prestations à un club de Ligue 1, par exemple. Ça pourrait être sympa. Passons au deuxième sujet. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a quand même 4 matchs à passer en revue. Donc c'est vrai qu'on va regarder un petit peu les dynamiques de chaque club entre le 8e de finale aller et le 8e de finale retour qui va se passer donc demain et après-demain. Pourquoi c'est plus important encore, à mon sens, enfin même au sens de tout le monde, je pense, hein, mais c'est plus important encore, à mon sens, de... Pardon, je suis désolé, je lis un commentaire, elle est très très drôle. Avec Bettoni, la défense, c'est du béton.
Voilà, Kutunujo. Voilà, ça me fait marrer. Merci pour cette blague. Donc, ah oui, oui, très très bien, le petit tambour. Tadam. Donc oui, il y a 4 matchs et le 8e de finale, c'est le seul tour de Ligue des Champions où il y a 3 semaines entre le tour aller et le tour retour. Donc c'est vrai que les dynamiques des équipes peuvent s'inverser assez aisément entre l'une et l'autre. Et c'est marrant parce que là, en l'occurrence, effectivement, on est en train de voir plusieurs retournements de situation. Par exemple, si on prend le Paris Saint-Germain qui était dans certainement la pire période de la... peut-être même de la période qatari depuis 2012. Ils avaient enchaîné, enfin la reprise depuis le mois de janvier, c'était mais catastrophique avant d'arriver contre le Bayern. Kylian Mbappé était blessé en plus, il avait que 30 minutes dans les jambes, et le Paris Saint-Germain a fait le dos rond et s'en est sorti péniblement avec un 0-1. Alors ils auraient pu avoir un partout, hein. C'est vrai que le but de Nuno, pas le but, mais le hors-jeu sifflé de Nuno Mendes et le but de Kylian aurait vraiment laissé toutes les chances à Paris. Maintenant, Paris est pas complètement éliminé. Il faut qu'ils gagnent 2-0. Ou en tous les cas 1-0 s'ils veulent s'offrir une prolongation ou un tir au but. Donc là, pour l'instant, j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a un truc qui est vrai, c'est que Paris a inversé la vapeur. Paris a inversé la vapeur en récupérant bien sûr un Kylian Mbappé au sommet, en perdant un Neymar définitivement. C'est fin de saison pour Neymar, et j'ai vraiment l'impression que le fait que Neymar ne joue plus, ne soit plus sur la feuille de match, en fait, ça simplifie la vie de Galtier. Et c'est vrai que en Ligue des Champions, moi, en fait, c'est ça que j'ai tendance à dire. Alors, Mbappé et Messi vont pas plus courir parce que Neymar est pas là. Mais déjà, ils seront que 2 à pas courir. Donc déjà, c'est pas mal parce que quand ils sont 3, c'est énorme. Hein. C'est énorme, c'est 10% en plus qui courent pas. Donc les autres doivent courir 10% de plus. Donc c'est quand même relativement important déjà. Et surtout, Messi et Mbappé sont pas irréprochables, mais il y a un truc qu'ils font que Neymar ne fait pas toujours, et même fréquemment ces derniers temps, il le fait pas, c'est qu'ils respectent le jeu. Quand ils doivent jouer à droite, ils jouent à droite. Quand ils doivent jouer à gauche, ils jouent à gauche. Quand ils doivent frapper, ils frappent. Quand il y a quelqu'un qui est mieux placé, ils font la passe. Et ça, c'est quelque chose que Neymar ne fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours dans la provocation. Alors, provocation, je parle balle au pied, hein, technique, hein, donc c'est pas de la provocation, voilà, mais il est toujours dans la provocation. Très souvent, il regarde ses chaussures. Donc il oublie souvent les gens, et il est persuadé que de toute façon il peut faire la différence tout seul, et il voit de temps en temps la passe, on voit qu'il regarde le joueur, il y a l'appel, il fait pas la passe parce qu'il se dit de toute façon je vais dribbler ce joueur en face de moi et je ferai la passe après. Et très fréquemment il perd la balle. Donc c'est vrai que c'est compliqué de jouer avec Neymar, et avant la Coupe du Monde, il lâchait un peu plus son ballon. Là, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est une catastrophe. Donc c'est un bon joueur. Hein. Je ne suis pas en train de vous expliquer que Neymar est un mauvais joueur. Je dis juste que c'est plus un bon joueur d'équipe, malheureusement. Alors, dans cette équipe, peut-être, mais voilà. Je vais faire un petit point sur les commentaires. Par contre, Marquinhos pas à 100% avec la blessure de Kipembe peut leur être très préjudiciable. Alors, j'ai lu que Marquinhos s'est entraîné aujourd'hui, normalement, et que c'était un coup dans les côtes. C'est pour ça qu'il est sorti. Je pense qu'en plus, ça a été une sortie contre Rennes. Hein. Donc là, je parle de la blessure qu'il a subie contre Rennes. Je pense que ça a été une sortie, on va dire, de précaution contre Rennes. Non, pardon, excusez-moi, je suis désolé, contre Nantes. Je pensais au OM Rennes d'hier, donc contre Nantes, bien sûr. Ça a été une sortie un peu de précaution, parce que effectivement, je pense que justement, il y avait en tête ce match, mais en tous les cas aujourd'hui il s'est entraîné normalement, donc ça c'est... Car derrière c'est des gamins, et les attaquants du Bayern ça peut être un gros coup dur pour eux. Ouais, effectivement, non c'est vrai, hein, il faut Marquinhos, il faut Sergio Ramos, il faut à peu près tout le monde. C'est vrai que la blessure de Kipembe tombe vraiment mal parce qu'il revenait plutôt bien, et puis c'est un peu l'esprit du club, c'est un peu le Titi parisien, donc voilà. Mais oui, j'ai des nouvelles de Wijnaldum. Ah, après son KO, tu veux dire ? Je l'ai pas vu, non, j'ai pas de nouvelles de Wijnaldum, non.
Donc le problème de Paris, c'est pas les attaquants. Oui, c'est vrai, c'est pas les attaquants. C'est est-ce que je pense que Paris intrinsèquement peut faire l'exploit de gagner 2-0 ou 3-1 à l'Allianz. Le truc, c'est que pour faire ça, il va falloir qu'ils se mettent au niveau physiquement et qu'ils agressent le Bayern pendant 90 minutes. Maintenant, je suis pas sûr, et ça c'est vraiment la limite personnelle que je vois, sans Neymar, c'est déjà plus faisable. Et puis, le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de maintenir une très haute intensité pendant 90 minutes, ou en tous les cas 70 ou 80, parce que ils peuvent faire des pauses. Vous savez, les équipes, elles sont pas non plus tout le temps à 100%. Elles peuvent faire des pauses de 10 minutes, puis ensuite enchaîner un quart d'heure de grosse pression, puis ensuite 10 minutes de pause. Donc, je pense sincèrement que c'est ça. Moi, c'est ça la limite, c'est que au milieu du terrain, en défense, sur les ailes encore, bon, voilà. Mais bon, il y a toujours ce problème. Achraf Hakimi, va-t-il jouer, va-t-il pas jouer, dans quel état il est, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que oui, oui. Alors, je reviens sur l'histoire de Wijnaldum, parce que donc hier, Wijnaldum a pris un KO lors de AS Roma Juventus. Et donc, Okotonujo me demande si on a des nouvelles de Wijnaldum, mais il pensait qu'il jouait encore au PSG. Donc non, Wijnaldum est parti à la Roma, s'est cassé le tibia en tout début de saison, vient de revenir, là c'est son 2e ou 3e match, et hier en l'occurrence, il a pris un gros coup de pied dans la tête, tout simplement. Donc c'était pas non plus dramatique, hein, c'était pas les crampons, c'était pas la pointe, il a pris un vrai gros beau plat du pied dans la tête, et il était un peu KO, donc je pensais que c'était ça dont tu parlais. Donc voilà, bon bref. Je reviens au Paris Saint-Germain, où Wijnaldum ne joue plus depuis le début de saison, il est prêté donc à l'AS Roma. En l'occurrence, le PSG a cette limite physique, je trouve que surtout au milieu de terrain et en défense, pour agresser l'adversaire. Et je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire ça pendant 70, 80, 70, 80 minutes. Et je pense que c'est ça qu'il faut pour réussir à battre le Bayern. Le Bayern a des trous. Encore ce week-end, ils ont gagné, c'est vrai, mais je trouve qu'en championnat, ils sont pas vraiment convaincants, parce que même contre l'Union Berlin, c'était pas complètement fou le match qu'ils ont fait, et puis contre Stuttgart ce week-end c'est la même chose. Ils ont très vite mené 2-0, ils maîtrisaient la situation, et puis tout d'un coup en fin de match ils ont fait rentrer Gnabry Sané, et Gnabry Sané, honnêtement, dans l'état d'esprit, dans l'impact physique, dans l'investissement, en fait, ils y sont pas du tout. Donc c'est très possible que le Bayern ait des trous, et finalement Stuttgart a réduit le score, et ça a été, c'était pas forcément une fin de match très très facile pour le Bayern. Donc le Bayern est prenable en ce moment, ça c'est sûr. Maintenant, il faut quand même être très très sérieux et très costaud en face pour réussir à les battre. Parce que là, très clairement, ils ont eu des trous, mais ils ont gagné quand même, hein, contre l'Union et contre Stuttgart. Donc voilà. Donc on verra. En tous les cas, je pense que c'est un match beaucoup plus ouvert que ça ne l'était au match aller. Parce que Paris s'est bien relancé avec cette très grosse victoire contre Marseille, a fait un match alors un peu chaotique contre Nantes, mais quand même plutôt convaincant sur certains aspects. Je pense que tout le monde aussi avait la tête au Bayern. Il y avait quand même beaucoup de joueurs qui peut-être ne mettaient pas les ingrédients de peur de se blesser, ou de peur peut-être d'être hors de forme. Donc voilà. Messi a un esprit de revanche contre le Bayern. Ah oui, c'est vrai que Messi, en l'occurrence, là, c'est des meurtres avec préméditation et répétition que le Bayern a perpétré contre Messi. C'était dramatique. Donc oui, non, effectivement, tout à fait. Je pense que Messi aimerait bien remettre les pendules à l'heure du Bayern. Enfin. Ça, c'était pour Paris Saint-Germain-Bayern. Il y a aussi, bien sûr, un Chelsea-Dortmund. Alors, Chelsea-Dortmund, Chelsea qui continue à ne pas gagner. Vraiment, c'est dramatique. Il continue à s'enfoncer gentiment dans les limbes du ventre mou de la Première Ligue.
même s'ils ont quelques bons joueurs hein, qui sont plutôt en forme, type Joe Félix, des joueurs comme ça, Reece Jones qui revient gentiment, mais honnêtement, c'est très très compliqué, hein, très 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 compliqué. Euh, on a gagné un match au week-end. Forza Youth qui dit on a gagné un match au week-end, mais tu parles de qui on Champagne sur but de Wesley Fofana. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. T'as tout à fait raison. En plus, oui, oui, absolument. T'as tout à fait raison. Ils ont 2 équipas, ils font rien. Ouais, c'est vrai. Ils en ont peut-être même 3. Hein. Très honnêtement, je sais pas combien il y a de joueurs à Chelsea, mais c'est limite bon, c'est une équipe de football américain, quoi. Il y a des équipes spéciales et tout. Sur coup franc, ils peuvent changer toute l'équipe. Hein. C'est des jeux barres. Donc, en tous les cas, Chelsea, oui, ok, c'est vrai à gagner, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Mais en revanche, est toujours malade, on va dire. Quant à Dortmund, ils ont encore gagné ce week-end. Ils sont sur une bonne dynamique. Et je pense quand même que ça va être très très compliqué pour Chelsea de passer. Mais en même temps, c'est le seul espoir qui reste à Chelsea de faire une bonne saison, la Ligue des Champions. Alors, je pense que personne se fait d'illusions sur le fait que Chelsea va certainement pas gagner la Ligue des Champions, mais s'ils arrivent en quart ou en demi-finale, déjà, je pense que la pilule pour leur nouveau propriétaire sera peut-être un petit peu plus facile à avaler. Donc voilà. Je pense sincèrement que ce serait quand même compliqué s'ils sortaient là au mois de mars de toute compétition européenne et qui joue le ventre mou de la première ligue, peut-être à accrocher une Conference League après les investissements qu'il a consentis, ça serait quand même très très ironique. Maximum 1904, ils ont déjà fait un braquage quand ils l'ont gagné il y a 2 ans, Chelsea. Oui, mais quand même, franchement, je suis d'accord avec toi, oui, c'était peut-être pas un braquage quand même, parce que cette équipe avait beaucoup de talent, avait de la maîtrise, avait un plan de jeu très clair, avait un entraîneur qui était quand même très très haut niveau au niveau tactique. Ça dure pas longtemps malheureusement avec Tuchel, mais c'est toujours 6 mois en fait avec Tuchel. Pendant 6 mois, c'est fantastique. Puis après, tu restes sur ces 6 mois. À Chelsea, il est arrivé au mois de janvier, donc c'était génial pendant 6 mois et ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc non, franchement, c'était quand même beaucoup plus maîtrisé que Graham Potter. Ou Graham Potter, je pense très honnêtement que ce serait très sympa si Chelsea changeait d'entraîneur. Je pense là qu'il est Je pense qu'il a un vrai problème de bad beat en fait. Là, il est sur un bad beat et ça veut pas s'arrêter. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il change d'entraîneur. Franchement, ça. Enfin bon, en tous les cas, moi, c'est ce que j'en pense. Ils ont sorti City, alors ça va. Ah oui, ouais, absolument. Propriétaire de Chelsea, c'est John Hammond. J'ai dépensé sans compter, effectivement. Manchester City, Liverpool, Bayern, Real. Ça, c'est ton. Après, ils sont dans une série psychologiquement très très dure. Oui, je sais pas, parce que Chelsea a toujours un très très gros effectif. Hein. Tu dis oui, mais sur le papier, c'est un braquage au vu des autres équipes. Ouais, oui, mais bon, ils avaient quand même à l'époque un très très gros effectif. Et puis, ils avaient investi près de 200 millions encore l'été, où ils gagnent la Ligue des Champions, avec, je sais pas si tu te souviens, mais Kai Havertz, avec, comment il s'appelle, Hakim Ziyech, il y en avait 2-3 autres, ils avaient cassé la tirelire, encore une fois, pour gagner la Ligue des Champions. Bon, là, ça marche moins bien, cette fois-ci, mais bon, on verra bien. En tous les cas, je pense quand même que ça va être très compliqué pour Chelsea, et je vois bien un match nul, donc plutôt Dortmund qui passe, voilà. Et pour Paris Saint-Germain-Bayern, franchement, je sais absolument pas. Il y a Benfica aussi qui rencontre le Club Bruges. Alors Benfica est sur un super train. Encore ce week-end, ils ont gagné 2-0 avec un doublé de leur numéro 9. Donc voilà. Quant au Club Bruges, c'est totalement l'inverse. Hein. Eux, ils sont 4e du championnat belge. 4e ou 5e, mais ils sont à 11 points du club juste avant eux, donc autant vous dire qu'ils vont rester là où ils sont, voire peut-être même baisser un petit peu dans le classement, et ils ont perdu encore ce week-end, et ils sont sur un enchaînement de, je crois, 4 ou 5 matchs avec une victoire, des matchs nuls et des défaites, donc non, ils sont vraiment pas bien cette saison, mais vraiment, vraiment mal, donc comparé à l'équipe vraiment très talentueuse qui
qui dominait le championnat belge d'habitude. Là, c'est très compliqué. C'est déjà pas mal qu'ils soient sortis des poules. Donc voilà, je pense là que Benfica va leur rouler dessus. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de Benfica. Pour moi, c'est un des favoris de la Ligue des Champions, un des outsiders en tous les cas, mais ils font partie des favoris pour moi. Donc voilà. Donc oui, je me donne. Alors, Crick Dieu, petite pièce sur le Bayern. Oui. Ouais, ah bah c'est sûr que forcément le Bayern part avec un avantage, ça c'est clair. Donc voilà. Maximum 1904 qui me dit peut-être que Paris pour une fois en ayant perdu au match aller va réussir à renverser la situation. Paris depuis des années perd alors qu'on les annonce imbattables au match retour. Donc vu que rien n'est prévisible avec ce club. Oui, c'est possible. Hein. C'est vrai que d'habitude Paris a l'habitude de vraiment faire réussir le match aller et de se faire déglinguer au match retour. Donc voilà. Donc effectivement, là, c'est plutôt l'inverse. Alors peut-être que ça va les piquer au vif et ce serait pas mal. Après, il reste Tottenham versus Milan avec deux équipes malades. Alors, oui et non, Tottenham est sur 2 défaites d'affilée, donc oui, effectivement, c'est pas leur meilleure période. Milan, après avoir fait un début de saison catastrophique, s'était bien repris en changeant de système, hein, en passant en gros en 3-4-3, il faudrait que je rentre dans le détail pour vous expliquer exactement comment ça marche, mais on va pas le faire. Ça a donné de la stabilité, et Milan était sur 4 victoires d'affilée, avec 4 clean sheets d'affilée. Et puis arrive la Fiorentina, qui est une des équipes qui a le meilleur jeu de Serie A. Et en fait, ils se sont fait, Milan s'est fait secouer à Florence. Ils ont pas vu le ballon, ils ont vu le ballon, mais ils se sont fait vraiment rouler dessus en termes d'occasion, etc. Donc c'est une défaite vraiment méritée. En plus 2-1, c'est un peu boursouflé parce qu'en fait Milan marque à la dernière seconde du match. Donc bon, enfin dernière seconde, j'exagère, mais dans la dernière minute du match, un but de Théo Hernandez. Donc en fait le 2-0 est tout à fait logique. Sans Leao, en fait cette tactique du 3-4-3 est très compliquée. Il y a pas ils ont jamais réussi à trouver. En plus il y a ni Brahim Diaz ni Leao qui jouaient, parce que Brahim Diaz est un tout petit peu blessé au genou. Leao était suspendu. Donc voilà, donc c'était très compliqué pour Milan, et Milan est sur un fil, ça c'est vrai. Ils avaient fait 4 matchs d'affilée, mais c'est quand même une équipe sur un fil. Tottenham est dans une très mauvaise période. Allez, voilà, Milan a un but d'avance, mais on sait jamais avec cette équipe de Tottenham. La seule chose qui me fait espérer, c'est que traditionnellement, Antonio Conte est très mauvais en Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi. Aucune de ces équipes ont réussi en Ligue des Champions. Il n'y a pas de... Autant avec les équipes nationales, enfin l'équipe nationale avec l'Italie, il a fait des épopées mémorables. Il a emmené l'équipe d'Italie, qui était une équipe d'Italie famélique, en finale de l'Euro, etc. Donc non, franchement, c'est un bon entraîneur. Il a gagné le titre avec l'Inter. Bon, il avait une très bonne équipe, mais quand même, il a gagné le titre avec l'Inter, il a gagné le titre avec la Juve. Donc c'est un vainqueur, mais... Généralement, Ligue des Champions, que ce soit avec la Juve, avec l'Inter, avec le Tottenham, avec Chelsea, ça n'a jamais vraiment rien donné. Donc voilà. Première partie de saison de Milan nous faisait plaisir, on voyait le retour du Grand Milan. L'après-Coupe du Monde a fait du mal à ce club, ouais. En fait, l'après-Coupe du Monde a fait du mal à énormément de clubs, et si vous voulez, cette saison, il n'y a aucune continuité. Surtout des gros clubs. Les gros clubs ont pris très 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 cher avec la Coupe du Monde, parce que ils ont énormément de de joueurs qui sont partis à la Coupe du Monde, et même des clubs comme Manchester City ou voilà, je sais pas, Milan ou l'Inter ou qu'est-ce qu'on peut prendre, le Paris Saint-Germain par exemple, et en Angleterre des gros clubs comme alors Liverpool, ça a commencé dès le début de saison, mais il y a beaucoup de gros clubs, ou le Real par exemple. Le Real par exemple a des hauts et des bas en ce moment. Ils sont pas non plus sur une super période, hein. Ils ont fait match nul, d'ailleurs ils ont fait 2 matchs nuls, donc non, match nul et défaite contre le Barça. Donc voilà, ils ont des hauts et des bas parce que en fait les joueurs ont été très 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 sollicités, et c'est très compliqué. Le Milan-Tottenham, très honnêtement, ça va être super serré, ça va jouer à pas grand chose. J'ai l'impression que Milan peut aller faire un match nul là-bas et passer en quart de finale, ce qui serait fantastique, hein, parce que c'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis 2012. Donc ce serait très très bien. Voilà.
Mais alors, je termine les derniers commentaires. Faut que j'arrête de donner des conseils au Milan de toute façon. Ah, faut revenir à 4 derrière, dit Cotonujo. Ouais. Forza Juve, content pour Jovic, il fait une jolie saison avec la Fiorentina. Ouais, c'est redevenu un joueur de foot, hein, parce que donc au Real, il était en touriste. Maximum 1904 qui me dit Milan, on aurait dû un champion. Ils ont gagné pas mal de matchs grâce à Giroud en sauveur. Un peu comme Arsenal en ce moment, mais ça s'est arrêté. Oui, il y a eu la chance du champion, c'est clair, la saison dernière. Des fois, on marquait... Enfin, je me souviens du Lazio Milan où Tonali marque à la 93e minute. Oui, c'est clair que c'est exactement la même situation que le but du 3-2 hier d'Arsenal. Ça, c'est clair. Après avoir été mené 2-0. Le Real, c'était beaucoup trop grand pour lui. Pour Jovic, oui, c'est clair, pour l'instant. Au bas, c'est une chanson des J-Squad, ça. Ouh là là. Eh ben, écoutez, je pense que on va s'arrêter gentiment sur ça, sur cette citation extraordinaire de Okotonujo. Au bas, c'est une chanson des J-Squad, ça. Merci pour m'avoir rappelé ça. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi dans le troisième, dans Buonasera Calcio, pardon. C'était vraiment très très sympa. On va voir ce que ça donne. Jeudi, j'ai hâte de débriefer tout ce qu'on a dit avec ensemble pour voir ce qui s'est passé et puis voilà, n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas, n'hésitez pas à suivre Buonasera Calcio sur Instagram, sur Twitter, sur Apple Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, et puis sur YouTube bien entendu, et à nous noter. Voilà, bah écoutez, merci encore, ça a été un vrai plaisir de discuter foot avec vous. Je vous embrasse tous et n'oubliez pas. Ciao ragazzi!